Alors, au CICR, quand on parle d'assistance, il y a 3 grands départements. Hein? Il y a 3 grandes thématiques qui se font dans l'assistance. C'est-à-dire que quand on va sur le terrain, on ne vient pas avec un paquet de notre sac pour dire nous allons à Ouvira, on va donner les haricots. Non, nous sommes vraiment différents de ceux-là que vous voyez, qui disent comme nous allons à Sangue, ce sont les fruits qu'on va les donner. Non, le CICR a une équipe technique, des spécialistes, des experts qui vont sur le terrain, qui évaluent les besoins de la communauté, les besoins présents de la communauté, et qui, avec la communauté, décident de quelle aide on peut donner à la communauté. C'est ainsi que vous avez dans une communauté où les infrastructures ont été délabrées, où les conduites d'eau ont été enlevées pendant la guerre. Le CICR a un département qu'on appelle Eau et Habitat, qui s'occupe d'aller construire, de faire des captages d'eau et de réparer des sources d'eau. Également, la même équipe s'occupe de pouvoir de la construction des hôpitaux, des centres de santé. Si vous allez aujourd'hui au centre Bethany, ici à Ouvira, à la prison centrale, on est en train de construire des infrastructures. Si vous allez à Kalidja aujourd'hui, pour ceux qui sont dans les moyens plateaux, le CICR est en train de réhabiliter et de construire des sources d'eau. Et ça s'est fait dans plusieurs villages où il y a eu des conflits armés. Le deuxième département, parce que je vais seulement vous donner des informations, le deuxième département s'occupe de la sécurité économique. Le département qui s'occupe, dans les jargons des ONG, on peut dire la sécurité alimentaire. Mais pour nous, on appelle ça sécurité économique parce qu'on ne fait pas seulement l'agriculture ou l'alimentation. Ce département constate sur le terrain si les populations déplacées ou retournées ont besoin de la nourriture, des abris, ils ont besoin de no-food, ils ont besoin de cash, de l'argent. Et le département rentre, discute avec la communauté et rentre au bureau pour dire que cette population a besoin de cash, cette population a besoin de semences, elle a besoin des outils aratoires. Et le CICR prépare un paquet pour aller assister la communauté. Alors, actuellement, le CICR est en train de faire la multiplication des bananiers, par exemple à Fizi et une partie dans les moyens plateaux, parce qu'en arrivant là-bas, les retournés disent que pour eux, l'aliment de base, c'est la banane. Maintenant, avec les maladies des bananiers, ils ne sont plus en mesure de pouvoir subvenir à leurs besoins. Au lieu qu'on leur donne les haricots, qu'est-ce que nous on fait? On prend les organisations locales, on leur donne des semences de bananiers sains. Et ils vont maintenant, eux, les multiplier et on va les distribuer à la population. Nous répondons aux besoins exacts de la population dans les milieux. Ce n'est pas nous qui allons dire maintenant que vous êtes là, vous êtes rentrés, allez, on vous amène du riz. Peut-être que les habitudes alimentaires du milieu, ils ne prennent pas le riz. Et nous, on va là-bas pour leur donner ce qu'ils demandent. Ne dites pas, il y a des rumeurs on nous a dit, Bakary, tu n'étais pas avec nous. Là, les maires, on nous a dit, dans les bureaux du CICR, là, il y a une grosse machine, on ne fait que tourner et les dollars sont en train de sortir. Il y a une grosse machine là-bas, on tourne, et le dollar, et la machine vomit les dollars. Le CICR est aussi limité en moyens. Il peut arriver que dans une communauté, on a besoin de beaucoup plus de choses, mais le CICR n'a pas tous les moyens. Alors, le CICR peut faire un plaidoyer avec les autres organisations internationales ou auprès de l'État pour aider la communauté. Et la dernière grande partie de notre intervention sur le plan de l'assistance, c'est la santé. Et dans la santé, il y a plusieurs activités que le CICR fait. Je pense que vous êtes tous informés. Et l'activité phare que beaucoup de gens connaissent, pour laquelle notre collègue de la RTNC a parlé, c'est que quand quelqu'un est blessé par arme, qu'il soit civil, porteur d'armes, qu'il soit homme, femme ou enfant, le mandat du CICR exige que la personne soit prise en charge, qu'elle puisse être soignée. Si et seulement si elle est blessée par arme, ça peut être une arme blanche, ça peut être une arme à feu, mais si la personne a été blessée dans une situation de conflit, un conflit armé ou une violence, le CICR prend en charge. Nous avons un grand département qu'on appelle le département de la chirurgie de guerre et nous avons des spécialistes qui soignent les personnes blessées par arme. C'est pourquoi vous, en tant que journaliste,
quand vous donnez les informations, ne dites pas, comme madame a dit, que non, non, il y a un seigneur de guerre qui est blessé, en tout cas, achevez-le là-bas. Le CICR, si toute la personne va le soigner. On va l'amener à l'hôpital. Je prends un exemple, il est blessé à Loueba. Nous, on va l'amener à l'hôpital de Barak. Si on arrive là, Barak, ça ne marche pas, on va l'amener à Ouvira. Si ça ne marche pas à Ouvira, on va l'amener à Bukavu pour qu'il puisse être opéré et soigné. Dès qu'il sera guéri, la personne, le seigneur de guerre, sera guéri. Si l'État congolais veut le prendre, le CICR ne dira rien. Mais au moins, on va prendre quelqu'un qui est vivant. C'est ça l'humanité. Donc, on va le récupérer dans vos mains. Non, pas dans nos mains. Puisque vous l'avez amené. À l'hôpital. Quand quelqu'un quitte quand quelqu'un est comme guéri. si vous l'avez facilité. Quand quelqu'un est guéri, il va où? À la maison, non? Retourner encore. Ça, c'est maintenant, Bakary va expliquer un peu, mais la personne, quand la personne est guérie, nous, on s'assure qu'elle est en forme, en bonne santé. Si l'État congolais veut s'en saisir, le CICR ne veut jamais bloquer. On va continuer. Tu vas voir toutes les réponses. Et sur le papier que tu vas déposer la question. Voilà. Alors, ça, c'est le premier département. On va donner la lumière plus tard. Le deuxième département, c'est la santé primaire. Les CICR aident les structures de santé qui ont des difficultés à pouvoir assister les populations. Surtout dans les zones où il y a eu beaucoup de conflits, où l'accès est difficile. Les CICR peuvent donner des médicaments, des formations, une assistance afin que les populations, les déplacés, les retournés ou les vulnérables qui sont dans la communauté puissent être soignés. De la même manière que nous avons dit pour la prison, quand on assiste un centre de santé, quand on dit qu'on va faire la gratuité au centre de santé, ce n'est pas seulement aux victimes, aux personnes en lien avec le conflit. Même les gens qui sont dans la communauté, qui n'ont pas de problème avec le conflit, peuvent aller se faire soigner. Il y a un autre aspect de la santé que nous faisons chez nous, c'est la santé mentale. Des gens qui ont des problèmes psychologiques liés aux conflits armés, nous avons un département des gens qui peuvent les suivre. Le CICR appuie les maisons d'écoute afin que les gens qui ont des problèmes psychologiques de santé mentale puissent être assistés. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas été blessés physiquement à cause de la guerre, mais qui ont des traumatismes liés aux conflits armés. Et nous, on les accompagne. On s'assure que la personne a été équilibrée et qu'elle peut rentrer faire ses activités normalement. Dans le cadre de la santé, nous avons également le programme des premiers secours. Les premiers secours, c'est-à-dire, les journalistes ici, vous pouvez venir au CICR et dire, notre corporation a besoin d'apprendre comment nous pouvons secourir notre camarade qui est blessé pendant une manifestation. Avant de l'acheminer à l'hôpital, il y a des gestes. J'ai donné un exemple à un groupe hier, les Balalaronde d'Ouvira. Nous, on les a formés en premier secours. Un d'entre eux nous a dit, si je savais avant, la nuit, pendant qu'ils étaient en train de courir, un de leurs collègues est tombé dans un trou. Il s'est cassé les fémurs. Maintenant, le type qui voulait l'amener à l'hôpital, il a pris la partie là des fémurs, il a courbé ça. Au lieu qu'il l'aide, il a cassé complètement les pieds. Et le type a été amputé. Mais quand on lui a dit comment on transforme quelqu'un qui est blessé, il a dit, si j'avais su avant. On appelle ça les premiers secours. Nous formons toutes les cibles possibles à poser les premiers gestes pour une personne qui est blessée, une personne qui a un problème, un brûlé, quelqu'un qui tombe à 5 ans. Comment vous allez l'acheminer à l'hôpital, mais d'abord comment vous allez l'aider à survivre. Et un autre département dans le cadre de la santé, nous appuyons les centres de réadaptation physique. Pour les personnes amputées, vous pouvez avoir été amputé pour une raison ou pour une autre, et les CICR peuvent vous orienter dans un système de santé pour qu'on vous donne une prothèse. Comme ça, vous devenez encore une fois, en quelque sorte, valide. Vous pouvez marcher. Si c'est un journaliste qui a été amputé et qui ne peut plus venir dans un reportage, mais s'il a une prothèse, il marche, il vient dans un reportage et sa vie est encore remise en bon état. Je m'arrête par là pour parler de l'assistance au CICR. Je sais qu'il y aura des questions plus tard. Mais je me permets, d'abord, vous allez me laisser continuer. Je me permets de dire que toutes les activités d'assistance que le CICR fait, nous les faisons avec notre partenaire. Nous avons un partenaire privilégié avec lequel nous travaillons.
c'est la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Les ONG se plaignent, ils se sont plaints devant notre chef pour dire pourquoi vous ne prenez que la Croix-Rouge et nous, vous ne nous utilisez pas. Pourquoi seulement la Croix-Rouge? Alors nous sommes venus avec des gens de recommandation de la Croix-Rouge. Je vais lui donner quelques minutes, qu'il explique seulement la mission de la Croix-Rouge, qu'il explique également pourquoi seulement eux et pas les autres. Et après, s'il y a des questions, on va les poser et on va aller dans la dernière partie de notre journée pour demander qu'est-ce que nous on attend de vous. Clarisse va parler avec vous. Qu'est-ce que nous, CICR, nous attendons de vous, les journalistes. Alors, Patrick. Arrivé en France, parce qu'à cette époque, c'est la France qui colonisait l'Algérie. Arrivé en France, il a rencontré M. Napoléon III on lui a dit Napoléon III n'est pas en France, il est vers l'Italie. En Italie, il y avait un bataille qui opposait les Italiens et les Autrichiens. Je pense que nous tous, nous avons vu l'histoire. Et là, il devait aller voir les rois Napoléon pour demander l'espace. Maintenant, arrivé là, vers le nord de l'Italie, dans l'endroit qu'on appelle Solferino, il y avait une bataille qui opposait les Italiens et les Autrichiens, avec la coalition de la France. Maintenant, arrivé quelque part qu'on appelle Solferino, il y avait plus de 40 000 morts et blessés. Maintenant, le monsieur Jean-Henri Dina a défié sa mission. Il a dit non, il faut que je ne pouvais pas continuer encore les affaires qui m'ont emmené, il faut que je fasse d'abord les secours. C'est par là que M. Henri Dina, vers les années 1859, qui avait l'apparition, qu'on a créé, que l'histoire du mouvement international de la Croix-Rouge a débuté. M. Jean-Henri Dina, du retour à Solferino, du retour dans son pays, c'est un Genevois, du retour sur lui, il a écrit un livre qu'on appelle Les souvenirs de Solferino. Dans ce petit livre, il y avait des idées maîtresses. Création des sociétés de secours, élaboration des règles juridiques et option d'un signe distinctif. Les signes qui pourra faire montrer aux gens du monde entier, les signes qui seront comme protecteurs aux gens qui partiront faire les services de secours dans les champs de bataille. Création des sociétés de secours dans ce livre. Maintenant, le mouvement international de la Croix-Rouge a trois grandes composantes. Nous avons trois grandes composantes pour nous comprendre bien. Les composantes, ce qui compose le mouvement international de la Croix-Rouge. Nous sommes là. Le CICR, il est là. Le premier composant du mouvement qui a été créé en 1863. On nous a déjà parlé du CICR. Je pense que vous connaissez déjà du CICR. Il y a le deuxième composant du mouvement. La FICR, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sa mission est d'intervenir lors des catastrophes naturelles et technologiques. Il y a la troisième composante, les sociétés nationales. C'est là où nous sommes. Les sociétés nationales, les SN. C'est ça, la famille qui compose le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le CICR, la Fédération internationale, lui, il intervient pendant les catastrophes naturelles. Nous tous, nous comprenons les catastrophes naturelles. Il y a le pandémie, il y a le tremblement de terre, il y a les séismes, il y a les inondations, il y a l'éruption volcanique. Ça, c'est pour la fédération, la FICR. Maintenant, les sociétés nationales. Pourquoi on a créé les sociétés nationales? Parce qu'il y a d'autres événements qui arrivent dans les communautés qui ne dépendent pas de la guerre, qui ne dépendent pas des catastrophes. Maintenant, le comité a vu non, que chaque pays crée sa société nationale. C'est par là où nous sommes. On a créé la Croix-Rouge de la RDC. La Croix-Rouge est partout au monde. La Croix-Rouge du Burundi, la Croix-Rouge de la France, la Croix-Rouge du Rouge, la Croix-Rouge. Mais tous, nous sommes régis par le principe.
nous avons nos principes fondamentaux. Voici les principes qui nous régissent, qui coordonnent toutes les activités de chaque membre de la Croix-Rouge, qu'il soit de la Croix-Rouge, qu'il soit du CSR, qu'il soit de la fédération. Tous, nous sommes régis par ces 7 principes fondamentaux. L'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Ce sont les principes qui organisent toutes les activités du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Après ça, nous avons des signes. Nous avons des signes, les emblèmes. Les signes distinctifs. On rentre encore en arrière, papa. Voici nos signes. Ça, c'est la croix rouge. Ça, c'est le croissant rouge. Ça, c'est le cristal rouge. Ce sont les 3 signes reconnus par le mouvement international de la croix rouge et du croissant rouge. Le croissant rouge, ça se porte surtout dans le monde musulman. On est ensemble. Hein? Le cristal rouge, ça c'est l'année. Il y a ceux qui ont refusé de porter et la croix rouge et les croissants rouges. Ils ont dit non, nous adoptons le cristal rouge. Ce signe a été adopté en 2005. On est ensemble. Hein? Maintenant, il y a de ces signes. Dans le monde musulman, il y a quelques pays musulmans qui se sont dit non. Quand ils ont fait des recherches, ils se sont dit non. Quand même, ce n'est pas la croix qu'on a la connotation religieuse. Vous connaissez avec la croisade qu'on a étudiée à l'école. Comme le premier pays musulman au monde, l'Indonésie, porte la croix rouge. Parce que la croix rouge ici a sa signification. C'est un signe qui a 5 côtés. Le premier côté représente les 4 Genevois qui ont accompagné M. Jean-Henri Dina à accomplir le comité. Parce que Jean-Henri Dina est au milieu. Ici, il y a Dr Monoir, Dr Apia. Ça se trouve dans les livres, c'est une longue histoire. Hein? Nous avons les livres à vous donner, vous pouvez venir au bureau, on peut vous expliquer. On est ensemble. Hein? Oui, oui. Et le cristal rouge, je vous ai dit qu'il y a ceux-là qui ont refusé de porter et la croix et le croissant. Ils se sont dit, nous sommes neutres. Nous allons utiliser le cristal rouge. On est ensemble. Hein? Ce sont les signes. Maintenant, il y a les sortes d'habits d'emblème. Et ça, on a voulu vous montrer, surtout les journalistes. Vous pouvez nous aider. Il y a les habits d'emblème. Il y a 3 sortes d'habits d'emblème. Et on constate que bon nombre les font par ignorance. Mais on s'entretient avec eux pour voir. Il y a imitation. Il y a l'usurpation et il y a la perfidie ou habit grave. Et surtout le 3e habit de l'emblème qui nous concerne trop. Il y a l'utilisation. La perfidie, c'est quoi? Ou l'habit grave. C'est l'utilisation de l'emblème distinctif incompatible en temps de conflit armé dans le but de protéger des combattants ou de matériel militaire et dans l'intention de tromper l'adversaire. Des camps qui se battent, l'autre camp, pour tromper l'adversaire, il utilise l'emblème Croix-Rouge. Les adversaires vont voir que non, ce sont les membres de la Croix. Oh, il y a les adversaires dedans d'un camion, d'une voiture, de quoi. Maintenant, cet habit est très grave et constitue ce qu'on appelle, lorsqu'il entraîne la mort, crime contre l'humanité. Et maintenant, nous allons parler de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. On peut avancer. Maintenant, nous sommes là. Je vous ai dit que la Croix-Rouge est née. La Croix-Rouge est née par l'idée qui a été mise par les fondateurs dans le souvenir de Solferino. Le souvenir a dit que chaque pays devait créer son propre Croix-Rouge, son peuple et société nationale qui pourra aider les gens. Maintenant,
C'est par le décret loi du 1er mars 1900 du fait président Kasavubu qu'on a créé la Croix-Rouge. Maintenant, il y a des événements. Les événements qui ne nécessitent pas, qui ne dépendent pas qu'on soit pendant la guerre. Et ce sont de tels événements, nous sommes là, nos activités. Voici les activités de la Croix-Rouge. Les activités de sensibilisation, ce sont les activités qui ne dépendent pas de la guerre. Nous avons des activités. Il y a des événements qui surgissent. Les accidents. Est-ce que ces événements surgissent pendant les guerres ou les catastrophes? Ce sont des événements qui sont naturels. Et ce sont les activités que nous, membres de la Croix-Rouge, nous faisons jour et nuit. Il y a des événements. Ça, c'est quoi? Les inondations. On a assisté en 2020 comment les membres de la Croix-Rouge vous étiez témoins comment on était mobilisés sur le terrain à Kasenga. Ce sont des événements qui surgissent, les événements qui ne dépendent pas que ce soit pendant la guerre ou les catastrophes. Ce sont des événements qui sont naturels. Et ce sont des événements que les membres de la Croix-Rouge font sur le terrain. On est là. Il y a un membre de la Croix-Rouge là. Donc, pour être bref, nous de la Croix-Rouge, nous travaillons en temps de paix et en temps de guerre. On est ensemble, hein? Jour et nuit, on est là, mais nous travaillons comment? Nous sommes dans la famille, mais chacun a sa mission. On est ensemble. Chacun a sa mission et nous ne devons pas entrer dans la mission qui ne nous concerne pas. Je ne peux pas venir que moi j'entre dans la mission. Non. Mais nous travaillons en partenariat avec notre partenaire traditionnel. Là, partout où le CICR est, vous devez voir nécessairement les membres de la Croix-Rouge. Pourquoi ça? Nous sommes un peu proches de la communauté. On est ensemble. Nous sommes un peu proches de la communauté. Nous travaillons en étroite collaboration. Et c'est la mission, là, Papa Christian va vous parler de la coopération. Comment on coopère sur le terrain avec la Croix-Rouge. On ne peut pas prendre beaucoup de temps. C'était juste ça, que vous puissiez comprendre la Croix-Rouge, les activités de la Croix-Rouge et les activités du CICR. Merci, je vous remercie. Pardon, avant de finir. Et ne peuvent être associés à aucune autre information. On est ensemble. Hein? Donc, on nous dit les emblèmes que nous portons. Les emblèmes Croix-Rouge que nous portons. Ils sont d'une grande dimension. Lorsque je porte ça, même quelqu'un qui est à 50 mètres de moi, il peut me voir, il dit non, lui c'est membre de la Croix-Rouge. On est ensemble. Hein? Signes indicatifs, ils sont de petites dimensions et montrent qu'une personne ou un bien a un lien avec les mouvements. Ils peuvent porter une information complémentaire, par exemple, les initiales d'une société nationale. Maintenant, il y a des petits emblèmes de petite dimension. Là, quelqu'un peut le mettre sur en veste, parce que moi, sur ma veste, il y a toujours des emblèmes, de petits emblèmes. Quelqu'un qui est proche de moi, il va comprendre, lui, c'est quelqu'un de la Croix-Rouge. On est ensemble. Hein? Comme il y a des emblèmes que porte tout le monde là, lorsque vous avancez, ce sont des emblèmes et vous allez comprendre, il est du mouvement du comité international de la Croix-Rouge. Et là, derrière les dos de Papa Christian, c'est un emblème de grande dimension. Là, même si tu es à 20 mètres, tu vas comprendre, ce membre de la Croix-Rouge. C'est ça des connotations. Donc, les emblèmes sont portés dans deux façons. Signe protecteur, grande dimension. Et signe indicatif, on indique que la personne, il est de la société nationale, il est du mouvement, il est de tel. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. En fait, en ce qui concerne nos emblèmes, les emblèmes que nous portons, la croix, le croissant ou le cristal, n'ont aucune connotation religieuse. Parce qu'il y a dans les pays chrétiens où on utilise les croissants, il y a dans les pays musulmans où on utilise
la croix. Ce n'est pas seulement pour des raisons de religion, c'est pour des raisons vraiment historiques. Mais, à titre protecteur, on peut arriver dans une situation telle que il y a risque d'embrasement, il y a risque de confusion. Alors, la Croix-Rouge vous donne un emblème qui est grandement visible. Vous verrez sur nos maisons, sur le bureau de la Croix-Rouge, sur les toits. Maintenant, quand les avions veulent bombarder, ils vont dire non, là, on ne bombarde pas. Là, c'est protégé par les conventions de Genève. Sur nos véhicules, il y a une grande emblème pour que quelqu'un, même à très grande distance, sait déjà dire ça, c'est une équipe de la Croix-Rouge. Alors, à titre indicatif, pour que les gens sachent que c'est la personne qui a cet insigne sur elle, est une personne qui appartient au mouvement. Ce sont les petits emblèmes, et parfois vous pouvez voir un emblème avec, là en bas, par exemple, comme Patika, on a une croix rouge, mais on dit Croix-Rouge de la RDC. Mais pendant les conflits armés, pendant les situations difficiles, on n'a pas besoin de mettre là-bas Croix de la RDC. C'est Croix-Rouge seulement, pour qu'on sache que tout le monde est dans la même groupe. Il ne faudrait pas que vous fassiez une confusion pour dire Croix-Rouge, c'est pour les chrétiens, Croissant, c'est pour les musulmans. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça l'histoire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Patrick? Il y a des questions sur l'assistance au CICR. Comme ça, on entre dans la dernière phase de notre matinée. Mais d'avant, voilà. Vous voyez, ces deux slides se suivent et ce n'est pas pour rien. Ici, on dit la Croix-Rouge est protégée. Et si la Croix-Rouge est protégée, ça nous permet de protéger nos staff, mais aussi de protéger certaines catégories de personnes. En temps de crise, on peut, sur un hôpital, mettre notre signe protecteur. Parce que les armées, tout le monde, quand on fait les séances de diffusion et VIH, on va leur apprendre que la Croix-Rouge est un signe auquel on ne touche pas. Et donc, on va protéger l'hôpital avec ce signe. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, on va arriver donc à ces imitations, différentes usurpations pour lesquelles nous luttons, nous sensibilisons pour que les populations n'arrivent pas. Si vous prenez les différentes coopérations, chacune a son signe. Aujourd'hui, le milieu qui fait beaucoup plus d'usurpations, c'est le milieu de la santé. Vous prenez les pharmacies, tout le monde va mettre la Croix-Rouge, alors qu'ils n'ont pas droit. Vous voyez, et pourquoi nous luttons contre ce fait? Parce qu'il est protecteur. Dans les temps qu'on va considérer normaux, il n'y a peut-être pas de gravité. Mais si demain, les militaires ils ont l'habitude de voir la Croix-Rouge partout, le jour qu'il y a une crise, on ne saura vraiment pas qui on protège et qui on ne protège pas. C'est pour ça qu'on amène les différentes corporations à utiliser leurs symboles et à véritablement laisser le signe de la Croix-Rouge aux personnes qui ont droit. Parce que après, moi je mets ça pour dire je travaille à la Croix-Rouge. Et après, le vendeur en pharmacie, il met aussi un signe Croix-Rouge. Une petite clinique privée ici met le signe de la Croix-Rouge alors qu'ils n'en ont pas droit. C'est comme les militaires aussi, par exemple, en temps normal, on essaie de les cacher. Parce que quand ils sont cachés, on ne les voit pas toujours. Le jour où le militaire sort, on n'a plus peur de lui. C'est un peu ça. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux, on va dire, pour utiliser un terme simple, de tricherie. On va aller de l'imitation. Quelqu'un, comme la Croix-Rouge est bien connue, il veut se faire connaître, il va, ça c'est une Croix-Rouge, il va dessiner une croix, mettre un petit oiseau ici et mettre Croix-Rouge. Ce n'est pas l'oiseau qui est là qui va attirer en premier, c'est la Croix-Rouge. Vous voyez? Après, on va arriver à l'usurpation, mais ce qui est le plus grave, c'est véritablement, ça on appelle la perfidie, c'est véritablement en temps de crise. Il y a eu un exemple en Colombie, dans le temps, où ils ont peint sur un avion la croix rouge pour que l'avion puisse passer. Ça c'est très grave. C'est très grave, c'est la perfidie parce que ça met la vie des gens en danger et ça met la Croix-Rouge en danger. Ce qui va faire dire à certaines personnes, on a vu la Croix-Rouge transporter des armes. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la Croix-Rouge qui a transporté des armes. Des gens vont acheter une voiture blanche, une Land Cruiser blanche par exemple, et peindre dessus la Croix-Rouge et faire leur commerce de contrebande. Quand on arrête, on dit que c'est la Croix-Rouge qui a transporté. Et pour éviter ça, nous continuons donc de sensibiliser et sensibiliser afin que tout le monde véritablement sache ce que c'est que la Croix-Rouge et dire que la Croix-Rouge protège un type d'individu, donc il ne faut pas donc en abuser.
pourquoi j'ai voulu donc qu'il revienne sur cet élément. Mais après, s'il y a des questions, on va développer. Il y a des questions? Sur l'abus d'emblème et tout ça. Avant de rentrer dans ça, je veux que vous nous rappeliez en général et d'une manière globale, c'est quoi le rôle d'un journaliste? Merci beaucoup pour la question. Pourquoi, par exemple, une organisation peut vous appeler pour les aider à faire une sensibilisation? Ça a trait avec notre rôle, n'est-ce pas? C'est la même question ou c'est une question dans une autre? C'est la même question. Ok, merci. Ce que je sache, les journalistes ont le rôle de collecter, traiter et diffuser l'information. C'est pas la définition du journalisme. Non, non, la définition que moi je connais sur moi, les journalistes, c'est toute personne qui participe à la collecte, au traitement et à la diffusion d'informations. Et qui vit Et qui vit des informations. Je me souviens encore. Donc ça, c'est la définition. Pour compléter, Papa Olivier, qui veut nous dire encore, merci beaucoup, qui veut nous dire encore, selon lui, c'est quoi le rôle de la presse ou bien du journalisme d'une manière générale dans une société? Quel est le rôle que la presse ou bien ce métier de journalisme joue? Je dirais que les journalistes informent, ils forment, mais aussi ils divertissent. Il dit le rôle, c'est des médias, du métier. Ça, c'est le média. De toutes les façons, on dit la même chose. On ne va pas trop s'attaquer sur les détails, mais on comprend l'objectif. Il dit que le rôle du média, du journaliste, du métier de la presse, pour moi, c'est la même chose. Voilà. Donc le rôle, c'est d'informer, former et divertir. Qui peut compléter ou qui peut le dire différemment? Moi, je ne suis pas trop focalisée sur les mots, rassurez-vous. Parce que bon, ça, c'est une qu'il y a des mots, mais on comprend un peu le contenu. Qui peut rajouter autre chose? Ou bien on est unanime sur ça. Donc, d'une manière générale, hein, en fait, la presse, comme on dit toujours, c'est la voix des sans-voix. Ok? En même temps, on dit toujours que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Donc, la presse, parfois, et c'est là que moi je viens à la télé, avec le quatrième pouvoir, la presse a souvent un rôle dissuasif. Parce que quand moi je suis mal intentionnée, et puis la presse me découvre, et puis les gens en parlent déjà dans les médias, très souvent, c'est quoi le réflexe? Tout le monde a tendance à abandonner, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, oh, on m'a découvert. Donc, ok. Vous comprenez un peu? Autre chose, c'est que parfois, quand on va dans des communautés, on dit, tiens, il y a ça. Ils ont même dit à la radio. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Non, non, ils ont même dit à la radio que ces vaccins, ce n'est pas pour les enfants de, je ne sais pas moi, 5 ans. On a dit que c'est de 0 à 3 ans. Non, toi, tu n'as pas suivi la radio. Non, non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit à la radio. Est-ce que vous attendez parfois ce genre de choses ressortir? Donc, vous comprenez vraiment le rôle qu'on joue au sein de la société. Elle l'a très bien dit. On informe d'abord. L'information, c'est complètement cette phrase. L'information, c'est... En définition? Non, 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 il y a un petit dicton qu'on a tendance à dire. L'information, c'est... Ozanga Koyeba. Merci. Donc, une personne mieux informée est une personne qui vit un peu éveillée et qui ne tombe pas facilement dans différents trous sur son chemin. Je commence par sa question qui dit non, 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 non. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment la population saura que ce n'est pas le CICR, que ce n'est pas la Croix-Rouge? Si elle est informée simplement, Bakary l'a dit, on a dit, toutes nos actions et notre aide, c'est des choses gratuites. À la base, la population et tout le monde devrait savoir que si quelqu'un débarque avec un de nos emblèmes, mais qui te demande l'argent, tout de suite, tu dois émettre des doutes. Tout de suite, tu dois émettre des doutes. Ça, c'est des choses... Je voudrais que vous écriviez ça. C'est très important parce que c'est ça votre rôle. Et les gens suivent la radio. Par exemple, 12 000 personnes peuvent en même temps écouter la radio que quand j'ai 20 personnes dans une salle comme ça. N'est-ce pas? Dites à la population que désormais, si une personne débarque, même si c'est moi là, je viens avec ça et puis je demande l'argent, le réflexe, c'est de ne pas faire confiance à cette personne. D'avoir la tendance à tout de suite vérifier d'abord si c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe. On sait qu'en général, votre assistance est gratuite. Pourquoi aujourd'hui on me demande l'argent? Vous comprenez?
Si c'est la Croix-Rouge, il y a des numéros généralement que la Croix-Rouge passe. Et je crois que vous avez, à la fin de cette séance, au départ, vous partirez avec nos numéros verts. C'est très important. Moi, je voudrais vraiment que les médias gardent nos numéros verts. Et bien sûr, chaque fois qu'on est dans des communautés, on les distribue. Que chaque personne ait le réflexe de toujours contacter soit le bureau de la Croix-Rouge congolaise ou bien le CICR. Quand vous voyez quelqu'un avec nos emblèmes, vous demandez l'argent. Et cela, c'est dans tous les autres sens. Quand vous le voyez demander de l'argent ou être dans des choses suspectes, vérifiez. Comme ça, un usurpateur ou bien quelqu'un de mauvaise foi ne va pas venir vous manipuler et vous entraîner dans des combines qui vont vous faire regretter plus tard. Vous avez la réponse à votre question, Baba? C'est de vérifier. Douter, chaque fois, c'est une question d'argent. Alors, pourquoi on est ici aujourd'hui, spécialement en cette période? Je ne sais pas, Christian, vous avez dit aux gens pourquoi on les a appelés aujourd'hui ici? On a dit que le CICR a pour mandat d'assister des personnes affectées par les conflits armés et autres situations de violence. Qui va rapidement nous rappeler les autres situations de violence à part la guerre, auxquelles on fait face souvent et même en cette période précise. Quelles sont d'autres situations de violence que nous sommes en train de traverser à part la guerre? Oui, Baba. Il y a aussi les propos de haine pendant la période du processus électoral. Ok. On est d'accord qu'on est dans la phase électorale. Oui, alors il y a les propos de haine. Ça, c'est un fait dans cette phase. Il y a les propos de haine. Et les propos de haine amènent à quoi? À des violences. Ça signifie, qu'est-ce qu'on voit? On remarque ces violences par quoi? Pourquoi on dit que les propos de haine ont amené la violence? Moi, je veux qu'on soit palpable. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Ah, il y a des gens qui se tuent parce qu'ils ont fait de propos de haine. Ça peut peut-être arriver. Il y a des En fait, dans cette période Période. pré-électorale Bon, on l'a aussi observé il y a, je ne sais pas, 5 dernières années ou bien 12 ans, 2006, 2011, 2016 et on est en 2023. Qu'est-ce qu'on se remarque souvent quand on est dans les phases électorales? Qu'est-ce qu'on voit souvent? il y a d'abord des divergences des idées entre les candidats qui s'attaquent aux autres candidats ou entre les militants de partis politiques qui se lancent. Je vais être plus pratique. Cette histoire-là, on aurait pu le faire en Swahili. Mais comme on veut que tout le monde participe parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas Swahili, je veux qu'on soit en français terre à terre. On n'est pas... Bon, écoutez, on n'est pas à l'école. Hein. Personnellement, moi, à faire de français, là, moi, je n'étais pas trop fort à l'école. Donc, on va aller dans des choses concrètes. Quand on dit divergences, on s'attaque. Comment je peux dire... Là, je suis en train de m'attaquer à toi. Par quoi je remarque qu'on s'attaque? Parce que je viens, je te bouscule ou bien je te... Je veux qu'on le dise d'une manière précise parce que ça va vraiment nous aider. Par quoi on remarque qu'il y a des propos de haine, par exemple? On les dit où? Souvent, c'est... Dans les réseaux sociaux, par exemple. C'est encore nous, non? Les médias sociaux, on dit ça, médias sociaux, donc c'est nous. Merci. À la radio, parfois même en face, dans les campagnes, sur les rues. Dans des meetings, politiques. À part les propos, il y a quoi d'autre qu'on remarque? Il y a que les propos. Il y a quoi? Il y a même des bagarres qui se manifestent quand les gens déplacent les termes. Et ils s'en viennent au Oui, coup. exactement. Il y a même des arrestations arbitraires convoquées même à la police. Pourquoi tel groupe est là? Non, ils ont parlé ceci ou cela. Voilà. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas comment on n'arrive pas... il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a aussi les manifestations. Il y a les manifestations. Il y a des cassires même. Voilà. Dans les manifestations, qu'est-ce qui arrive souvent? Il y a des blessés. Il y a des pillages. Il y a des pillages. Donc, voilà, il y a des morts. Donc, très souvent, la période électorale, en tout cas d'après l'expérience de notre pays, moi je ne parle pas pour d'autres pays, je parle pour ici chez nous, d'accord? Donc, on voit que très souvent dans cette phase, ça s'agite un peu pas mal. Ou bien, je mens. Ça commence. Bon, je veux qu'on vérifie ensemble. Hein. Comme ça, on est sûr qu'on vit dans le même contexte. On vit ensemble ici, non? Et donc, on observe que parfois, ça va dans tous les sens. Les gens vont dire non, le droit congolais nous confère, disons, la loi congolaise, la liberté d'expression. Donc, on va marcher. Et quand on marche, qu'est-ce qui se passe souvent? On vient réprimer les manifestants.
Merci. Bref, tout ça, c'est ce qu'on va appeler quoi? Violence. Quelle violence? Les violations des droits de l'homme. Les violences dans la période électorale. Et nous, la presse ici présente, on est un grand vecteur d'information. N'est-ce pas? On amplifie les effets de ce contexte. Alors, on a un grand rôle à jouer. Soit notre façon de travailler amplifie la situation ou bien on réduit la violence. D'accord? Il y a pas quelque chose de très important. Les propos de haine. Je ne veux pas rappeler le code éthique du journaliste congolais, on le sait tous. Mais si on fait notre travail conformément au code éthique du journaliste congolais, on reste neutre et tout, donc on peut aider à réduire les conséquences des violences. Alors aujourd'hui, le CICR vous a rassemblé parce que vous êtes notre grand allié dans cette situation. Ok? Déjà, on a parlé du dialogue qu'on maintient. Dans les périodes électives, il y a des violences et le CICR, avec son partenaire, la Croix-Rouge, nous n'allons pas poursuivre notre travail. Ok? Nous assistons, rappelez-vous, les personnes affectées par les conflits et autres situations de violence. Les violences électorales font partie des autres situations de violence. S'il y a manifestation que des personnes se prennent des balles, des personnes se prennent des machettes et tout, vous allez voir les équipes de la Croix-Rouge, donc je parle du mouvement général, venir secourir rapidement toutes ces personnes. Et on ne peut pas le faire si la population n'accepte pas qu'on atteigne les personnes en besoin dans ces contextes-là. Vous comprenez, non? Comment est-ce que les personnes vont savoir qu'est-ce qu'on fait ici ou aussi on est en train de réprimer une manifestation, peut-être qui dénonce telle fraude ou pas, je ne sais pas. Vous aussi, vous allez faire quoi ici? Il y a la guerre ici aussi. Comment la population va savoir qu'est-ce que nous on vient faire là-bas? Quand ils vont voir peut-être les lampes de la Croix-Rouge ou du CICR passer ou bien les secouristes venir chercher des gens là-bas, comment la population va le savoir? C'est grâce à vous les amis. Vous comprenez, non? C'est parce que vous allez utiliser les outils les plus puissants que vous avez. La radio, les sites en ligne, les gens se sont présentés ici, ouviramachin.com ou .cd. Vous allez utiliser tout ça pour expliquer et réexpliquer c'est quoi la Croix-Rouge, c'est quoi le CICR. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipengi TV.